Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette table ronde prendre soin de nos communautés, auto-organisation et auto-support. Je tiens à remercier les intervenants et intervenantes d'être là aujourd'hui. Donc cette table ronde comporte 4 présentations. On va écouter les 4 communications et puis on aura un temps d'échange et de discussion avec la salle. Donc sans attendre, je vais donner la parole à Maud Oirier, qui est donc membre de la commission hormones et réduction des risques du collectif Flirt, qui est un collectif d'aide mutuelle entre femmes trans et personnes transfemmes. Donc Maud, à toi la parole donc pour 15 minutes de présentation. Merci. Avant toute chose, vu qu'on est sur la première slide où il y a les noms des gens, voilà, je voudrais dire c'est le travail que je présente aujourd'hui. C'est un travail collectif, c'est le travail de l'équipe, de l'équipe recherche de la commission réduction des risques et hormones du Flirt. C'est un travail qui est en cours et qui doit donner lieu à la publication d'un rapport, mais s'il y a ces 3 noms-là, il pourrait y en avoir plus et il pourrait y en avoir moins, et notamment pas le mien. C'est parce que c'est un travail qui a commencé par une enquête sur laquelle moi, j'étais pas. Et donc, beaucoup des résultats que je vais vous présenter là viennent de travaux auxquels j'ai pas participé, ou en tout cas que j'ai rejoint en cours, notamment pour l'enquête Cali, j'ai rejoint au moment de la retranscription des entretiens. Voilà, donc c'est un travail en cours et on espère que vous pourrez bientôt lire le rapport qui sera un peu l'aboutissement de cette recherche. Donc je vais d'abord vous présenter le Flirt et le contexte des ateliers de réduction des risques en hormonothérapie, ainsi que le contexte de l'automédication des femmes trans en France, les pratiques et les produits dans le cadre de cette automédication. Et ensuite, je vais vous présenter l'enquête et les enquêtes et les premiers résultats qu'on a dessus, à la fois les résultats quanti et les premiers résultats des entretiens, notamment sur la question du suivi médical. Et à la fin, on va formuler quelques recommandations qui sont du coup aussi des revendications en fait du Flirt. Voilà, c'est parti. J'ai pas lancé mon chrono tout à l'heure, donc peut-être que je déborderai de 2 minutes. Donc le Flirt, c'est un collectif d'aide mutuelle, tu l'as dit, entre femmes trans, créé en décembre 2020, donc qui part vraiment de ce besoin d'aide mutuelle, et donc qui est à destination principalement des personnes trans isolées, précaires, travailleuses du sexe dans un parcours de migration ou handicapé, et qui fait un travail centré autour des besoins de survie. Donc dans le Flirt, il n'y a pas du tout que la commission hormones réduction des risques. Il y a notamment une grosse commission qui est la commission soutien, et il y a cet événement qui a lieu tous les 2 semaines, qui sont les instants T du Flirt, qui sont un espace de sociabilité. Et c'est dans le cadre de cet espace de sociabilité qu'ont lieu les ateliers de réduction des risques. C'est pendant les instants T. Et donc ces ateliers, en 2022, c'est environ 700 participantes. Et c'est des ateliers où qui sont entre personnes trans, où il n'y a pas de pro de santé, où il n'y a pas de prescriptions qui sont faites, et où il n'y a pas d'avis médicaux qui sont donnés. Voilà, j'ai dit, je connais pas par cœur ces slides du coup, mais j'ai dit, je crois, déjà l'essentiel. Peut-être le cadre de ces ateliers de RDR, c'est donc un échange de retours d'expérience. Ces ateliers, ils sont animés par des animatrices qui sont formées, qui
suivent une formation de 9 heures en 3 sessions qui est donnée par des personnes du collectif qui sont déjà animatrices, mais dans le cadre de cette animation où ces animatrices posent un cadre permettant l'échange, c'est des ateliers qu'on veut le plus possible horizontaux et où chaque participante peut partager sa propre expérience autour de l'hormonothérapie et de l'automédication. Donc comment l'automédication? On a une offre de soins pour les personnes trans en France qui est limitée pour plein de raisons. On a peu de chiffres, on en a un quand même sur le volume de la population, mais donc les admissions en affectation longue durée en 2020, c'est 3309. Donc chaque année, une population de cet ordre-là, avec des temps d'attente qui sont importants. En France, 6 à 18 mois avec les équipes hospitalières, ce qui est quand même moins que dans la plupart des pays d'Europe. On a très peu d'endocs compétents. C'est plus facile avec les médecins généralistes, mais on est aussi face à une autre difficulté qui est que ces dernières années, il y a eu des retraits du marché de médicaments et notamment de 2 marques de patch d'œstrogènes, ce qui fait que cette forme-là, par exemple, est beaucoup moins accessible qu'auparavant. Notamment la première, le Vivaldot, était très adapté parce que c'est des patchs beaucoup plus petits et quand on veut des doses importantes d'œstrogènes, il faut en mettre plus et les patchs énormes des autres marques permettent pas forcément ça. Donc l'automédication transféminine, c'est une réalité. Donc on a des chiffres, jusqu'à 50% des femmes trans qui pourraient s'automédiquer avant de rentrer dans un parcours de soins où elles ont accès à une prescription. Quand bien même elles se font prescrire des hormones, on a des expérimentations qui relèvent de l'automédication où en fait on va changer et décider nous-mêmes de quels sont nos dosages pour tester ce qui peut mieux nous convenir. Et puis il y a des pratiques évidemment de partage d'hormones quand on a plus de stock ou pour les personnes qui n'ont pas eu accès à des prescriptions. Il y a des détournements de posologie avec par exemple l'utilisation du gel sur les parties génitales qui n'est pas recommandé par les médecins mais qui est connu pour avoir des taux d'absorption beaucoup plus importants. Donc ce sont des pratiques qui se transmettent aussi dans la communauté et qui sont adoptées par plein de femmes trans ou par exemple l'administration des capsules de progestérone par voie rectale plutôt que par voie orale, là aussi pour obtenir une meilleure biodisponibilité. Et puis il y a le sujet un peu qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler des autres aussi, mais qui est un peu central, qui est celui des œstrogènes injectables, donc qui sont pas disponibles en France légalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de labo qui produit des œstrogènes injectables ni en France ni en Europe d'ailleurs. On dit souvent que des fois vous entendrez que c'est interdit parce qu'il n'y a pas d'AMM, mais il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché parce qu'il n'y a pas de labo qui en produit. C'est pas dans le sens inverse. Voilà donc ça a été disponible par le passé, mais ça l'est plus. Voilà, il y avait une autorisation de mise sur le marché entre 1950 et 2005. Il y avait un import possible jusqu'à la fin des années 2010, 2018, depuis la République tchèque, mais c'est plus disponible aujourd'hui. Je vais accélérer. Mais donc voilà, il y a plusieurs labos DIY qui permettent de s'en procurer. Et on va voir pourquoi, comment des femmes trans peuvent être amenées à ça. Différentes formes d'œstradiol injectables. Là, vous avez 2 graphiques qui présentent l'estradiol énantate et l'estradiol valérate, qui sont 2 esters différents, c'est-à-dire donc les injections délivrent l'œstradiol
sur un temps plus ou moins étalé dans le temps, donc ça a des impacts sur la stabilité des dosages hormonaux dans le sang et la fréquence des injections. Donc voilà, ça c'est pour dire qu'il n'y a pas un seul produit et souvent les patientes vont être amenées à faire des choix entre ces deux produits pour des raisons personnelles. Donc, à partir de cette réalité qui est l'auto-injection et les ateliers que le Flirt anime, il y a donc ce travail qui a été entamé de produire un rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 2 questionnaires en ligne. Un adressé aux femmes trans avec 467 répondantes, donc tout ça a été fait après 1 an d'atelier environ. Un adressé aux médecins du réseau santé trans, dont on verra les résultats tout à l'heure, notamment autour de la satisfaction des patientes, plus une enquête quali avec plusieurs entretiens auprès des participantes aux ateliers de réduction des risques. Donc, sur toutes les femmes interrogées, à peu près la moitié utilisaient du coup des oestrogènes injectables et une infime minorité, une quinzaine, avait essayé, mais n'avait pas poursuivi cet usage, et les autres n'en avaient jamais utilisé. Pour la majorité d'entre elles, du coup, c'était de l'estradiol énanthate, celui qui était sur le graphique de gauche, avec une libération un peu plus lente dans le sang, et un tout petit pourcentage qui change ou qui ne sait pas, et à peu près 50-50 en intramusculaire et en sous-cutané. Au Flirt, à l'époque de l'enquête, on parlait surtout d'injection intramusculaire. Maintenant, on a aussi une brochure autour de l'injection sous-cutanée, mais c'est vrai qu'on en parlait moins à l'époque. Et finalement, un développement assez récent de la pratique des injections, puisque à l'époque de l'enquête en 2022, il y avait 10% qui avaient commencé dans le mois précédent, quasiment 20% dans les 3 mois précédents, et très peu qui avaient commencé il y a plus de 2 ans, quoi. Une satisfaction des injectrices beaucoup plus importante des oestrogènes injectables que des gels patch ou pilules, qui sont les autres formes d'oestrogènes. Donc c'est la barre rose qui est beaucoup plus importante pour le very satisfied, quoi. Ça fait aucun doute. Et même on peut observer du coup que la majorité des utilisatrices d'hormones classiques sont insatisfaites de l'administration de leur THS. Donc on a les chiffres à la fois sur le mode d'administration, sur le résultat sur le bien-être et la santé mentale, et sur la satisfaction globale. Et vous voyez à chaque fois une satisfaction beaucoup plus importante des injectrices. Pourquoi je pense que c'est important. Là, on le voit dans les enquêtes quali, dans les entretiens. Il y a plusieurs raisons qui font qu'il peut y avoir une insatisfaction du THS classique, et une des raisons, ça va être les mauvaises prescriptions et l'incapacité des médecins à prescrire un traitement adapté. Donc là, on a le témoignage d'une femme qui s'est vue prescrire par un médecin de l'OFI 100 mg par jour d'Androcur, là où aujourd'hui il est recommandé maximum 10 mg, et après quand même le scandale autour des risques de méningiome liés à l'Androcur, c'est encore problématique qu'il y ait des médecins qui prescrivent ça. Et une autre situation qui est celle d'une femme après une vagino qui a des difficultés à trouver un dosage qui lui corresponde. On voit que dans le fait de s'injecter, il y a une grosse disparité entre ce qui est une raison de stress et ce qui est effectivement un problème. Notamment, le coût et la difficulté des hormones sont réellement un problème. C'est la colonne de droite. Lors des 12 derniers mois, j'ai manqué une injection à cause du coût et la difficulté d'accès aux hormones, éventuellement de la difficulté à m'injecter, mais que les problèmes post-injection ou la difficulté avec le suivi médical sont des craintes
j'ai ressenti du stress ou de l'anxiété, mais pas forcément des obstacles. La question du coût et de la difficulté d'accès aux hormones, elle est centrale, notamment, on le voit dans notre enquête, 64% le micro, non, il s'est rallumé. 64% des 18-30 ans dans l'enquête déclaraient un revenu en dessous du seuil de pauvreté. Il faut vraiment que j'accélère. Lié à la question de la difficulté à s'injecter, on voit qu'il y a quand même une part importante de personnes, enfin quand même 12%, qui s'injectent elles-mêmes. Mais qui souhaiteraient idéalement, à droite, on le voit, être injectés par un pro de santé qui peuvent pas. Les informations, 2 minutes, ok. Bon, là, c'est voilà, les sources d'informations pour s'injecter autour de l'injection sont vraiment diverses, et plus on les obtient par sa communauté, plus on a de chances de choisir l'injection comme mode d'administration de son hormonothérapie. Donc là, c'est des entretiens qui montrent qu'il y a effectivement une grande diversité de sources d'informations des injectrices. Et voilà, peut-être le dernier point relativement important avant de passer au reco, qui est le résultat de l'enquête auprès des médecins, qui est qu'il y a une vraie surestimation des médecins de la satisfaction de leurs patientes vis-à-vis de leur traitement hormonal. Alors aussi bien sur les injections que sur les autres modes de prise. Mais 72% des médecins estiment que leurs patientes sont satisfaites de leur hormonothérapie, alors qu'en vrai, 61% sont pas satisfaites. Et 92% des médecins estiment que leurs patientes utilisatrices d'injections sont satisfaites de l'administration. Les autres effets, c'est un peu pareil. À chaque, il y a des questions précises sur la satisfaction autour de différents aspects, mais vous voyez qu'il y a cette grosse disparité, même si on est moins éloigné de la réalité sur l'injection, où la satisfaction reste de toute façon beaucoup plus importante. Donc là, ce qui ressort en fait de cette enquête, c'est que le suivi médical pour les patientes usagères de l'espace de réduction des risques du flirt, c'est que c'est d'abord un espace où elles veulent trouver du soutien de la part d'un professionnel de santé sur la transition et sur le temps long, et un espace où elles peuvent trouver des informations et être rassurées quant à leur THS. Ça souligne en fait l'importance pour nous, cette enquête, c'est aussi quelque chose qu'on montre aux médecins, de travailler en réseau et en collaboration avec les professionnels de santé prescripteurs. Il y a des professionnels de santé qui aujourd'hui renvoient vers les espaces de réduction des risques du flirt, et c'est une bonne chose. Recommandation pour les organisations trans, du coup, c'est prioriser l'apprentissage communautaire et la pérédance au même titre que la formation des professionnels de santé, parce qu'on voit vraiment que l'espace qu'on a construit aujourd'hui, il est utile à plein de femmes. Distribuer du matériel d'injection stérile, ça c'est un peu une évidence, mais dès lors qu'on parle d'injection, il faut faire toute la réduction des risques qui va avec. Pour les professionnels de santé, c'est vraiment, et ça c'est central, laisser aux patientes le choix de leur propre traitement hormonal et fournir des informations sur l'ensemble des choix possibles permettant un consentement éclairé, c'est-à-dire tenter de passer sur le traitement hormonal des personnes trans au même paradigme qu'on devrait avoir en théorie sur la contraception. Donc c'est-à-dire le choix éclairé à partir des différentes options qui sont disponibles, de leurs inconvénients et de leurs avantages. Voilà, donc les traitements hormonaux devraient être gratuits et accessibles sur les mêmes bases que la contraception, et les questions aux patients ne devraient être posées uniquement que si elles sont essentielles pour maintenir ou améliorer la qualité du service médical. La conclusion aujourd'hui, c'est que voilà, c'est les seuls chiffres qui sont disponibles sur les injections, et évidemment, si on veut espérer même qu'un jour il y ait des injections d'œstrogènes légales disponibles en France, il faut évidemment des études cliniques dont on manque aujourd'hui, et s'il y a des personnes qui ont envie de faire
leur thèse de médecine là-dessus, n'hésitez pas à venir vers nous. Et aussi, on le voit, hein, prendre enfin en compte le fait que les traitements hormonaux doivent être considérés comme essentiels, inclus dans les politiques de prévention de pénurie. Et là-dessus, bon, on s'en est rendu compte en discutant avec la NSM, mais la NSM a découvert un peu il y a 2 ans quelle était la liste des médicaments utilisés par les personnes trans. Et ils n'en avaient aucune idée avant, quoi. Voilà, c'est tout. Merci Maud. Clément, je te laisse t'installer. Voilà, alors je vais donner la parole à Clément Moreau, qui est psychologue clinicien de formation et travaille donc pour l'association Espace Santé Trans au développement de projets du pôle santé mentale, en particulier la formation et l'accompagnement des pratiques de professionnels de santé sur cette thématique. Clément est aussi membre donc de la plateforme Trajectoire Jeunes Trans et du réseau de santé trans. Merci Clément, c'est à toi la parole. Est-ce que ça marche ou pas? Vous m'entendez? Non, mais c'est peut-être moi qui parle pas en face du truc. Ok, je me mets juste... Pardon. Je voulais mettre un minuteur qui va sonner et tout, mais je perds mon temps. C'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur personnellement et que j'accompagne depuis un certain temps et que j'avais envie de visibiliser. Je suis un peu étonné de le visibiliser devant un amphi. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'espère que ce sera intéressant quand même pour plein de gens parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément extrêmement central dans la santé des personnes trans, pour le moment en tout cas. Du coup, rapidement, je suis là pour parler de ça aujourd'hui parce que moi-même, je suis militant trans, professionnel de santé mentale et professionnel de santé trans et concerné par le fait d'être une personne trans et par le fait d'être une personne autiste. Ce qui m'a donné envie de faire attention à cette thématique et d'en parler un peu plus, c'est l'expérience à la fois au sein de l'association Espace Santé Trans, l'expérience de mon propre parcours et l'expérience de mon travail de psychologue en cabinet libéral qui accompagne majoritairement des personnes qui sont à la fois trans et autistes en réalité. Ce qui m'a marqué, c'est le parallèle des enjeux entre le gatekeeping auquel font face les personnes trans et le gatekeeping auquel font face les personnes autistes, mais pas seulement, hein, les personnes neurodiverses et les personnes psychiatrisées en général et handicapées. Moi, je vais me centrer sur cette question-là, mais évidemment, ça ne doit pas éclipser toutes les autres questions. C'est juste que ce n'est pas de ça que je parle. Et donc concrètement, on a les mêmes enjeux qui vont se retrouver du coup à 2 endroits différents sur les mêmes personnes, à savoir la psychiatrisation de leur expérience, d'une expérience qui est minoritaire, le gatekeeping, une absence de bienveillance, une absence d'expertise, une absence d'écoute des savoirs communautaires de la part des professionnels, un rôle des pairs à visibiliser dans l'auto-identification et dans l'autodétermination des personnes. Du coup, je vais essayer de vous parler du croisement des enjeux de validisme et de transphobie à cet endroit-là, et faire quelques propositions et montrer un petit peu ce qui se fait. Ce qu'est le gatekeeping. Le gatekeeping, c'est le fait de mettre une condition à l'accès aux soins. Et donc, par exemple, pour les personnes trans, et ça a longtemps été l'attestation psychiatrique. Il y a d'autres formes de gatekeeping en santé. Je ne connais pas de mot en français, en fait, pour... du coup, je ne sais pas comment le dire autrement. Barrière d'accès aux soins. Ok. Alors, juste pour faire un petit résumé rapide, beaucoup de professionnels de santé, notamment des professionnels spécialistes de l'autisme, disent oui, l'histoire des transautistes, c'est un peu une blague, c'est pas vrai. Les gens disent qu'il y a plus d'autistes trans. En fait, si, c'est vrai. Ça a été enquêté, étudié et quantifié, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un petit peu agaçant de faire face moi-même à des collègues, notamment dans le champ de l'autisme, qui me disent mais non, mais il n'y a pas plus de transautistes ou d'autistes trans. Voilà. Et ça a des effets concrets, puisque dans les effets de panique morale et de retour en arrière des droits des personnes trans, notamment des mineurs trans, aujourd'hui, pour un certain nombre de professionnels de santé mentale, le fait d'être une personne autiste et d'être un mineur en demande de transition, c'est incompatible. Donc c'est un vrai problème en fait, d'accès aux soins pour ces jeunes notamment. Bon, en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en fonction des études et de la façon dont les critères sont examinés, on passe de minimum 7% de personnes qui sont concernées, qui sont trans et autistes et réciproquement, à un taux de 1/4. Et dans les études qui
commence un petit peu à s'intéresser au bien-être des personnes trans et autistes. On essaie de comprendre pourquoi. C'est toujours un grand truc du pourquoi, qui à mon avis pas un truc très intéressant, mais je l'ai mis quand même. A priori, il se pourrait que les personnes autistes aient des difficultés à percevoir les normes de genre ou à s'en soucier. Bon, je vous laisse libre d'examiner ça, mais je pense pas que ce soit la partie la plus intéressante. Ce qu'on a mesuré aussi, c'est qu'il semble y avoir une proportion plus élevée de personnes non binaires parmi les personnes trans et autistes, qu'il existe des genres spécifiques à l'autisme que les gens utilisent pour s'auto-identifier, mais qui ne sont pas en général partagés au-delà des communautés. Et donc, ces genres que les personnes expriment, l'idée c'est que leur expérience du genre, et notamment de la transidentité, et leur expérience de l'autisme sont intimement liées et ne peuvent pas se dissocier. Et donc il a été constaté notamment dans la recherche que les professionnels de santé pourraient apporter un soutien supplémentaire dans ce domaine et que ce n'est pas le cas. Voilà pour la partie santé. Globalement, quels sont les besoins des personnes trans et autistes ? Il y a un besoin d'accessibilité aux espaces de soins et aux espaces communautaires, du fait de particularités notamment sensorielles, de difficultés. Je n'ai vraiment pas le temps d'expliquer ce que c'est que les difficultés des personnes autistes, mais j'essaie d'un peu les lister. Il y a un certain nombre de difficultés, en tout cas cognitives et sensorielles, qui font que va y avoir des barrières spécifiques dans le soin et dans l'entraide communautaire et la pérédance, du fait d'un mauvais accès à la communauté, à la vie sociale et relationnelle, qu'on peut interpréter comme on interprète les enjeux de handicap, c'est-à-dire un environnement qui n'est pas adapté et qui met des barrières aux personnes. En particulier, dans le cadre des transitions, bien souvent, il est perçu par les professionnels de santé que les personnes autistes sont moins capables d'apporter un consentement éclairé et d'exercer leur autonomie dans leurs soins. Donc il y a une autre forme de gatekeeping qui s'exprime à cet endroit-là. Concernant les enjeux politiques de ce positionnement, de cette intersection, il y a l'enjeu du diagnostic. Souvent, une personne autiste qui n'est pas diagnostiquée officiellement n'est pas reconnue comme telle, par la MDPH par exemple, mais aussi par les professionnels de santé qui les accompagnent ou certains pairs. On a maintenant étudié le camouflage social des personnes, c'est-à-dire la capacité à masquer au maximum les traits qui n'ont pas l'air neurotypiques, les traits autistiques, afin de passer dans le monde courant pour ne pas avoir de difficultés. Les personnes sont plus ou moins capables de le faire, mais il se trouve que les personnes qui exercent le plus ce camouflage social sont les personnes les plus minorisées, en fait. Les personnes racisées, les minorités de genre, et donc les personnes trans sont en général moins vite diagnostiquées que les autres parce que les études et les comment on appelle ça, les questionnaires et les bilans ont été conçus à partir de l'expérience de jeunes hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, etc. Voilà. Du coup, cette question de l'enjeu de l'accès aux soins soutenu par la communauté, c'est une question que j'ai envie de vous présenter aussi parce que ça va pas bénéficier qu'aux personnes autistes. Comme quand on met une rampe, elle ne bénéficie pas qu'aux personnes en fauteuil. C'est-à-dire que ça bénéficiera à toutes les personnes, ça bénéficierait à toutes les personnes qui ont des difficultés avec les implicites sociaux, qui ont des difficultés d'anxiété sociale, de communication verbale, de communication codifiée, de scripts sociaux. Ça dépasse largement la question de l'autisme et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse d'en dire quelque chose. D'ailleurs, contrairement à ce qui est dit par les professionnels de santé mentale qui nient l'existence en fait de cette catégorie de personnes, il y a eu l'émergence d'une littérature qui provient de chercheurs et de cliniciens doublement concernés, pas que, mais concernés ou doublement concernés. Et en tout cas, il y a une littérature récente, à partir des années 2020, qui traite vraiment des enjeux, qui propose des guides d'accompagnement pour les professionnels de santé, des études en sociologie sur les profils des personnes, leurs parcours développementaux et leurs parcours de transition, etc. Voilà. Du coup, après cette espèce d'introduction un peu fourre-tout, je vais faire le point sur les besoins repérés dont je parlais tout à l'heure. Donc du côté des personnes concernées, notamment dans les demandes reçues à l'association Espace Santé Trans lors de la permanence d'écoute hebdomadaire qui reçoit sur 4 créneaux de rendez-vous chaque semaine. Ce que nous avons remarqué, ce que mes collègues bénévoles ont remarqué, c'est que la plupart du temps, on a un quart des demandes qui concernent des personnes concernées par la neurodiversité, les troubles du neurodéveloppement ou l'autisme, souvent des personnes autistes ou alors des personnes avec un TDAH, des personnes en recherche de diagnostic en fait, qui n'ont
pas accès au diagnostic et qui du coup n'accèdent pas aux soins, aux aides et notamment aux aides de la MDPH correctement. Les personnes demandent des professionnels formés et compétentes, comme en santé trans, en fait, on a la même question, mais qui se remet dans un tiroir supplémentaire, avec la caractéristique autiste, c'est-à-dire d'avoir des psys qui sont bienveillants, mais pas seulement bienveillants, qui savent de quoi on parle. Puisqu'il y a un gros problème, notamment du côté des psys, beaucoup de mes collègues ne supportent pas la notion d'autodiagnostic. Et le fait que les personnes s'autodéterminent elles-mêmes et se disent en fait je suis autiste pour telle raison et étudient la chose, c'est quelque chose qui les défrise vraiment très très fort. Mais un peu comme le même enjeu de ce que les psychiatres ne supportent pas des personnes trans qui s'auto-identifient en fait au départ. Et donc il y a vraiment des parallèles, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des parallèles intéressants à voir pour la santé de cette catégorie de personnes trans. Du coup, les personnes sont en général plus isolées, plus sur des liens communautaires qui passent par Internet et avec moins d'accès aux espaces en physique. Du côté des professionnels de santé, il y a beaucoup d'incompréhension, ce que je disais tout à l'heure, un manque de formation évident. Et beaucoup d'idées reçues, ce dont je parlais aussi sur les personnes trans et autistes qui ne pourraient pas consentir, ne pourraient pas accéder aux soins. Et ça fait vraiment le plaisir des observatoires de la Petite Sirène et autres personnes que de lancer des pétitions auprès des pédopsychiatres, d'aller faire intervenir des gens spécifiquement dans les services de soins pour dire attention, parmi vos autistes, il y en aura qui seront influencés par les transactivistes, etc. Enfin, ce genre de rhétorique, ça gagne du terrain. Donc c'est une question aussi qu'il faut investir politiquement à cet endroit-là. Du coup, moi je vais vous parler assez rapidement, je ne sais pas combien de temps il me reste, je vais vous parler assez rapidement d'un groupe de parole que j'ai souhaité monter, 5 minutes, d'un groupe de parole que j'ai souhaité monter au sein de mon cabinet parce que je n'avais pas trop d'autres options d'endroits adaptés pour le faire à ce moment-là. Parce que je me retrouvais en position d'être à la fois le psychothérapeute mais aussi père aidant pour des personnes que j'accompagnais qui ne se fréquentaient pas, qui ne fréquentaient aucune autre personne qui leur ressemblait, qui était à la fois trans et autiste. Et finalement, j'ai proposé à ces personnes de se rassembler. Et j'ai utilisé des outils de psy, et franchement, c'était pas le truc le plus malin à faire. C'est-à-dire que j'ai monté un groupe de parole, et on s'est aperçu que le groupe de parole n'était pas le but. Je vais juste faire un petit retour en arrière sur l'expérience d'un endroit auquel j'ai participé, qui s'appelait le Reset, qui était un hackerspace queer et féministe. Et je l'ai identifié après coup comme un espace d'autosupport trans et autistes qui s'ignorait. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout un espace dédié aux personnes trans et autistes. Ça te fait rire. Mais qui était en fait de fait par beaucoup de personnes qui soit étaient en transition, soit ont transitionné plus tard. Moi, et qui étaient sur le spectre de l'autisme, mais qui n'en avaient pas forcément conscience, ou qui en tout cas n'en faisaient pas quelque chose de particulier à cet endroit-là, de conscientiser, de politiser. Mais on avait mis en place des ateliers réguliers qui rassemblaient des personnes pour qui c'était la seule sortie sociale de la semaine. Et on a découvert un peu après coup, quand on a arrêté au confinement en 2020, à quel point ça avait manqué pour un certain nombre de personnes, et ces personnes étaient en très grande majorité des personnes trans et autistes, dont c'était le seul espace ressource en fait, qui n'allaient pas fréquenter les assos, qui n'allaient pas fréquenter les autres groupes, qui ne s'y sentaient pas à l'aise et qui ne savaient pas comment chercher leur place. Ce qu'on avait mis en place, c'était simplement un programme prévu à l'avance avec l'idée de partager les choses qu'on aimait bien partager et les savoirs, les connaissances, et donc quelque chose que font les personnes autistes spontanément quand elles se fréquentent, c'est-à-dire se raconter leurs intérêts spécifiques et se donner, sociabiliser de cette manière. Mais on ne l'avait absolument pas pensé comme tel. Du coup, dans le groupe de parole, psychologue, tout ça, il s'est passé exactement la même chose. Les gens ont commencé à parler d'informatique, de jeux vidéo, à se raconter des trucs, et c'était super intéressant. Mais j'ai absolument pas eu l'impression de tenir un rôle quelconque de psychologue dans cette histoire, voire de bénéficier moi-même du groupe largement. Et donc, on a décidé d'arrêter. Quand on a perçu que ce qui manquait, c'était autre chose, c'était un groupe inscrit dans l'espace associatif trans. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis en quête des espaces à l'intersection trans et autistes. En fait, ils existaient déjà, parce que les 1/4 de personnes autistes qui existent parmi les personnes trans sont dans les assos également, et en font partie. Et donc, il y en avait partout, mais qui n'avaient pas mis en avant cette facette de leur expérience. Dans les associations de personnes autistes également, il y avait beaucoup de personnes trans. Donc on a essayé un peu de se rencontrer. De fait, ça n'a pas été très efficace pour le moment. Mais des personnes issues de ce groupe de parole ont commencé à intégrer des espaces associatifs pairs pour monter des espaces où ce ne seraient pas des endroits qui accueillent spécifiquement les personnes autistes, mais des endroits qui proposent des modalités qui permettent aux personnes autistes d'accéder.
donc à suivre. Concernant les propositions, de mon côté, j'ai travaillé aussi à aller rencontrer des personnes qui avaient étudié cette question en tant que personnes concernées et qui avaient commencé à élaborer des outils. Et donc, on est en train d'élaborer 2 boîtes à outils qui partent. En fait, j'ai investi 2 espaces très différents. Un espace tenu par des professionnels de santé trans un peu respectables qui font des trucs très bien, mais pas du tout dans du communautaire en réalité. Et un groupe monté par des personnes concernées. Et en fait, on en arrive à construire des boîtes à outils qui sont quasiment les mêmes et les 2 vont sortir, donc je vais voir ce que ça donne, mais c'est assez intéressant. J'espère qu'on pourra communiquer là-dessus et que l'expérience communautaire notamment ne sera pas mise de côté. Pour résumer, il me semble qu'il est très important, après avoir été vers des accompagnements transaffirmatifs en santé mentale, d'aller vers des accompagnements dits neuroaffirmatifs. Je n'ai pas inventé le terme, il existe, il est travaillé par d'autres professionnels de santé mentale, mais pas en France. C'est-à-dire de travailler à partir de l'autodétermination des personnes, leur autonomie, favoriser leur accès à ce qui leur bénéficie. Enfin, ce qui me paraît un peu logique, dit comme ça, mais ce n'est pas ce qui a lieu actuellement. De la même manière, probablement, en s'en centrant sur la question de l'accès aux soins, notamment la question des droits à la MDPH, il me semble que au sein de nos assos, on pourrait faire plus et faire mieux. On le fait déjà, je donne pas des leçons en disant faut faire ça et on ne fait pas bien, mais il y a des choses à faire plus et à faire différemment, et notamment à penser l'accueil et l'endroit de l'arrivée des personnes trans et autistes, et qu'elles puissent se sentir en capacité de rester quand elles sont venues vers les assos, et que la proposition est pertinente. Voilà, merci. Merci Clément, merci. Donc je vais donner la parole à Leda. Donc Leda Raya est étudiante donc, en master de sociologie et prépare un mémoire sur l'automédication des femmes trans en produits hormonaux. Et elle va nous présenter une communication intitulée donc, « Autogestion de nos transitions, l'automédication dans la revendication d'une meilleure offre de soins ». À toi, Leda. Merci. Donc, on va reparler des hormones injectables. J'espère que vous aimez un peu le sujet. Ça fait une dizaine d'années que sur Internet, il y a des forums de discussion de femmes trans centrés sur l'usage de ces produits hormonaux injectables. Donc, c'est des produits qui sont consommés en automédication, hors de toute prescription médicale, et qui sont fabriqués, comme tu t'as déjà présenté, artisanalement. Et suite au premier confinement en 2019, il y a eu en France la constitution de plusieurs groupes de parole et de soutien, dont un peu toute la France, en non-mixité transféminine, et qui parlaient librement de ces produits injectables. Et dans l'histoire du militantisme trans, l'autosupport il a toujours occupé une place dominante. C'est même une tradition du mouvement trans, et l'autosupport fait partie des armes militantes qu'on dispose. Et les personnes trans, du coup, à travers l'autosupport, ont toujours été actives dans l'élaboration de leur transition. Elles sont toujours engagées d'une manière ou d'une autre pour un accès le plus libre et gratuit possible à la transition. Et c'était, je crois, en 2022 que le Flirt a défilé avec une banderole « Autogestion de nos transitions » lors d'une existence inter, qui avait déjà pour mot d'ordre plus d'autonomie pour les personnes trans. Et du coup, tous ces registres d'autonomie et d'autogestion, ça participe à valoriser une certaine forme de praxis, de pratique sociale des personnes à transformer la société. Donc le fil rouge de mes questionnements, c'est en quoi l'automédication aujourd'hui, elle permet, en tout cas, elle est la manifestation d'une lutte pour étendre l'offre médicale existante et se définir comme un sujet actif dans sa transition. Donc d'abord, on va essayer de voir comment les consultations médicales elles sont pétries de conflits qui entourent les rapports des personnes trans à la médecine, pour comprendre pourquoi il y a des femmes qui sortent du cadre médical classique, parce que pour elles, ces produits hormonaux injectables font peur, mais aussi libèrent de certaines contraintes. Et en dernier, on va essayer de comprendre ce que vaut l'automédication aujourd'hui et en quoi ça ne veut pas dire autonomie complète, et du coup, que font les médecins de leurs patientes. Du coup, cette communication, elle est basée sur mon mémoire que je fais à ce sujet et sur plusieurs entretiens que j'ai menés avec des usagères d'hormones injectables. Donc, les hormones qui sont disponibles en France et qui sont prescrites, du coup, elles sont sous forme de gel, de patch et de pilules. C'est des traitements qui sont généralement prescrits pour la ménopause et du coup qui sont faiblement dosés en œstrogènes. Ça implique d'en prendre tous les jours, voire tous les jours avec les patchs.
Et j'ai par exemple Lucie, une de mes enquêtées, qui en a marre du gel et de sa prise quotidienne, du coup qui passe au patch avec une prise un peu plus espacée, du coup de 3 jours. Et elle se rend compte que elle a une baisse de libido, de motivation, une prise de poids, de l'acné. Elle se rend compte que elle est sous-dosée à cause de sa médecin qui a mal calculé le dosage dans la transition d'un produit à un autre. Et elle me dit que du coup, elle parle d'un retour à la case départ des baby steps, du coup des pas de bébé, du coup de recommencer les étapes de modification corporelle dans un rythme très lent. Et je trouve que cette expression baby step, elle est vachement parlante, parce que ça montre que le début de la prise d'hormones sous ordonnance, ça se fait dans l'attente, dans les premiers pas, dans un rythme qui est lent, en tout cas comme Lucie le vit, que dans un rythme du coup qui attend les changements corporels et qui est aussi encadré par le médecin, parce que du coup l'ordonnance implique la dépendance vis-à-vis du médecin. Donc Lucie, elle parle de ce retour aux baby steps, elle en a marre et elle demande d'augmenter son dosage, elle doit insister pour l'obtenir. Du coup, à travers son cas, on voit que l'ordonnance et les taux prescrits ils sont au centre d'une négociation, voire d'un rapport de force pendant la consultation, pour que les usagères obtiennent ce qu'elles veulent. Et Lucie, elle a explicité son inconfort pendant la consultation, mais d'autres enquêtées, en tout cas d'autres femmes trans, elles le font de manière plus implicite, comme par exemple j'ai Rose, qui a 25 ans et qui me dit trafiquer son ordonnance pour avoir un dosage plus élevé. Du coup, pas le dire du coup à sa médecin du tout. Donc, dans la consultation, il y a vraiment un malentendu qui se développe et qui survient comme une divergence d'interprétation. Il y a des problèmes de communication entre le médecin et l'usagère, et ces problèmes de communication, ça laisse entendre une divergence d'interprétation. Il y a 2 modèles de compréhension, 2 modèles de définition de la transition et de l'usage du traitement hormonal. Et en modifiant et en rejetant sa prescription, les usagères, elles privilégient leur propre savoir, un savoir basé sur leur propre expérience par rapport au savoir technique du médecin. Et comme le dit Lunmia, je vais vous présenter mes enquêtes bientôt, elle dit, par exemple, quand elle commence son traitement, elle me dit, comme si elle s'adressait à son médecin, toi, tu as fait des études pendant 7 ans, moi, j'ai vécu depuis 20 ans dans mon corps. Donc tout ce parcours va renforcer un savoir d'expérience dont l'automédication va être perçue comme une forte prise d'autonomie. Et avec l'injection, les usagères elles semblent connaître des changements corporels plus rapides. Donc c'est notamment du fait qu'elles ne connaissent plus de prescriptions sous-dosées du médecin ni de produits qui sont sous-dosés. Et un autre avantage cité, c'est aussi cette prise plus espacée. Et donc avec du coup ces prises de 5 voire 10 jours. Donc heureusement il y a eu le flirt qui en a bien parlé avant, mais du coup ça montre que tout cela, ça contribue à un meilleur rapport au corps et ça démontre la centralité de l'efficacité du traitement hormonal dans le bien-être des personnes trans. Et même, par exemple, Lunmila, elle commence un traitement par gel avec un dosage qui est très très faible. Elle me raconte que du fait qu'elle est grosse, les effets négatifs de ce sous-dosage est décuplé et que les changements corporels n'arrivent pas du tout vite. Et étant addict, elle connaît bien le geste de l'injection. Du coup, au moment de commencer, elle dit j'aimais vraiment le truc de waouh, où je me pique une fois toutes les semaines et j'ai la paix. J'ai pas besoin d'y réfléchir, mais en plus, je pouvais choisir de n'en avoir rien à foutre. Du coup, avant d'expérimenter cette automédication, ils font quand même rencontrer l'injection. Et c'est vraiment le milieu trans, autant associatif que informel, qui permet l'accès à ces produits, une vulgarisation scientifique et un partage d'expérience. Et cette pratique, elle est permise par d'autres facteurs, comme le fait d'habiter en métropole, des espaces qui centralisent ces réseaux de solidarité. Et commencer... même j'ai des enquêtés qui commencent leur toute première prise d'hormones grâce à des copines qui lui ont donné de quoi s'injecter une première fois. Du coup, l'automédication, c'est aussi quelque chose de très social qui structure les parcours. Et ensuite, cette automédication, la manière dont elle est vécue, elle va vraiment dépendre des ressources matérielles que disposent les personnes trans. Du coup, je reprends un peu différents parcours qui ont déjà été explicité dans les travaux d'Emmanuel Bobati, avec des parcours sereins, du coup, que j'ai mis en vert, et des parcours précaires. Du coup, les parcours sereins, c'est plutôt des personnes aisées, avec un milieu social d'origine aisée qui disposent de certaines ressources matérielles, et les parcours précaires où il y a des milieux plus d'origine populaire et qui vivent une rupture familiale. Donc j'ai regroupé mes enquêtes comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'elles représentent parfaitement à 100% ces archétypes. Mais en tout cas, dans les parcours sereins, l'automédication, elle va être vécue comme un éloignement du système médical. Par exemple, Lucie, qui a 27 ans, qui est étudiante,
Elle est née à La Réunion et elle commence sa transition à Montpellier. Et elle commence sa transition par le parcours hospitalier. Puis elle fait son opération, sa vaginoplastie à l'étranger grâce à ses ressources familiales. Et ensuite, elle revient, elle consulte des professionnels de santé en libéral avec des endocrinos, des médecins généralistes. Et elle est hyper déçue de ce suivi. Et elle a très très peur de commencer un traitement artisanal. Elle va mettre plusieurs mois à se décider parce qu'elle a déjà connu des pénuries de gel. Elle a vraiment très peur de connaître la même chose avec les injections. Alors que dans les parcours précaires, où il y a beaucoup d'obstacles, l'automédication va s'imposer de manière plus vite, en tout cas le choix va s'imposer de manière plus vite, et l'automédication s'inscrit même dans un rapprochement du système de soins. Je ne vais pas trop présenter Rose, mais j'inclus des passages d'elle dans la communication. Mais en tout cas, j'ai pu présenter Ludmilla, qui a 35 ans et qui travaille dans la production de bière. Elle a grandi en campagne, sa famille a rompu avec elle pendant l'adolescence. Et quand elle déménage dans le métropole, elle se rapproche du système de santé par rapport à des problèmes d'addiction et des questions de santé mentale. Et c'est là qu'elle commence sa transition. Et donc, elle me dit en entretien, et très vite, je me suis interrogée sur les méthodes de DIY parce que j'ai retrouvé un élan. C'était clairement l'accessibilité aux soins qui a évolué. Mais la finalité restait quand même limitée. Et moi, si je peux me prémunir d'avoir affaire à ces limites, s'il peut y avoir une reconnaissance aussi de ce savoir communautaire et de cette réalité des effets qu'on peut prendre, et en plus que je peux avoir à me passer des médecins, dès que je veux quelque chose, autant que je me débrouille. Donc au bout de 4-6 mois de traitement, j'ai commencé les injections. Donc ça a été très rapide. Et le début de la transition est vécu pour elle comme une accélération de son parcours de vie. Et l'automédication vient accroître ce sentiment de prise de vitesse et finalement d'autonomie. Et du coup, dans le parcours de Lumina, c'est quand même combiné avec d'autres facteurs, d'autres pratiques alternatives comme la fréquentation de l'extrême gauche et des squats. Et du coup, elle entre dans l'automédication de manière très enthousiaste, alors que Lucie, elle le fait de manière quand même dans la crainte. Et Ludmilla, du coup, elle parle de DIY, de do it yourself, de faire les choses soi-même, et elle intègre cette pratique médicale dans un contexte de contre-culture en opposition à une norme dominante. Et pour d'autres usagères que j'ai eu en entretien qui fréquentent aussi les squats et l'extrême gauche, elles vont même plus loin en parlant de leur automédication comme d'une forme d'autogestion, du coup de prise de pouvoir sur leur propre corps et d'arriver à faire les choses soi-même. Et ça va de pair aussi avec tout le capital militant qu'elles ont reçu et avec toute cette expertise aussi profane. Du coup, l'automédication, elle actualise un sentiment d'autonomie chez les usagères. Pourtant, elles vont toujours consulter différents professionnels de santé pour leur transition. Et automédication, pardon. Du coup, c'est pas une sortie complète du cadre médical. Elle trouve des médecins qui collaborent avec elle sans rejeter les produits injectables. Et malgré cette coopération, le cadre médical n'efface pas la dissymétrie de l'interaction patient-médecin. Du coup, il y a des professionnels de santé qui n'ont aucun souci avec les produits injectables. J'ai une usagère, par exemple, lors d'un rendez-vous avec un endocrinologue, elle avait beaucoup de mal avec cette prise quotidienne. Et aussi, elle était intersexe, du coup, en plus, ces produits, ça lui crée aussi vachement de problèmes. Et c'est son endocrinologue qui lui a conseillé de se renseigner sur les produits injectables. Et il y a même des médecins qui, du coup, s'engagent dans cette pratique-là. Lucie, que j'ai présentée plus tôt, elle a déposé, avec l'aide de médecins généralistes, de pharmaciens et de femmes trans, une demande collective d'importation d'œstrogènes injectables prescrits en Europe. Et c'est une demande qui a été bloquée par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, au motif qu'il n'y avait pas d'autorisation de mise sur le marché spécifique aux transitions. Du coup, il y a des médecins généralistes souvent qui suivent leurs patientes en automédication, aussi avec l'idée que ça pourrait permettre de faire pression sur les institutions et pour avoir accès à de l'estradiol injectable pharmacologique. Donc cette collaboration avec un professionnel de santé, ça ne sous-entend pas un rapport hiérarchique atténué. La collaboration, elle s'inscrit toujours dans une relation de pouvoir. Si collaborer permet un suivi de santé qui est un peu plus serein, c'est pas non plus un choix complètement libre. L'automédication étant stigmatisée, certaines font le choix de la cacher pendant les consultations. Même il y en a certaines qui se font refuser le matériel d'injection quand elles se rendent en pharmacie. Et donc, même si les médecins ils sont engagés dans l'accompagnement des femmes trans en automédication, il y a toujours un effet de leur position et de leur savoir. D'ailleurs, les femmes elles vont toujours sélectionner leur professionnel de santé. Et par exemple, j'ai Rose qui me dit
Après que le fait que des médecins soient formés sur ce que c'est une injection, ça aide. Mais vu comment elles sont touchy sur le sujet, même celles qui sont gentilles, en vrai, j'ai l'impression qu'elle est en sucre. Quand elle me parle du coup de ces médecins généralistes, elle me fait « Ah oui, c'est des injections et ça va ». Je réponds « Oui » et c'est tout. Elles sont en mode « Ah, c'est votre bail ». Du coup, avec son vocabulaire, elle montre qu'il y a toujours des décalages dans l'interaction et que du coup, ces médecins, elles ne sont pas vraiment formées, elles ne lui apportent pas vraiment d'informations claires sur le sujet. Et ces médecins permettent d'intégrer une pratique qu'on pourrait dire paramédicale dans un certain cadre, sans pour autant développer, reprendre une expertise spécifique sur ce sujet, alors qu'il y a des assos qui le font très bien. Et au sujet de ces médecins engagés dans la légalisation de l'avortement, il y a une sociologue, Sandrine Garcia, qui écrit « Même lorsqu'ils défendent les opinions politiquement les plus radicales et les plus favorables aux femmes, ils n'en restent pas moins déterminés par leur appartenance au champ de la médecine qui exerce une domination sociale fondée sur la distinction entre les savants et les profanes et sur des conditions très sélectives d'accès. » Donc ce décalage, il est situé dans la manière dont les femmes rencontrées, elles se distinguent par un capital militant fondé sur le recours à l'expertise médicale et aussi sur la maîtrise d'un geste technique réapproprié pour être autonome face aux professionnels de santé. Et sur le long terme, moi j'ai l'impression que l'automédication, elle n'est pas synonyme de sécurité. Elle n'apporte pas de stabilité sur le long terme et étant une pratique constamment mise à la marge, la prise d'hormones injectables en automédication, elle fait voir de nombreuses tensions existantes dans les parcours de transition et même s'il peut y avoir un sentiment d'autonomie, le contexte social de marginalisation des personnes trans revient limiter cette pratique. En tout cas, si l'automédication a toujours existé dans les parcours de santé trans et si on peut dire que, si on voit que ça fait aussi très longtemps que les produits injectables fabriqués artisanalement circulent dans les milieux trans, il y a plusieurs facteurs qui l'ont ouvert à des profils sociaux diversifiés, comme par exemple la naissance de ces groupes d'autosupport suite au confinement, l'appauvrissement des personnes trans pendant la pandémie, et du coup un accès aux soins détériorés, et l'intérêt d'association des réductions des risques pour cette pratique, et aussi encore la politisation qui se construit autour. Donc parler d'automédication dans des cercles universitaires, de santé publique et militants, ça participe à porter cette question à travers de nouveaux discours qui enterrent le discours stigmatisant de ces transitions sauvages qui se font sur Internet. Et situer cela dans la continuité d'une prise d'autonomie ou d'une autogestion, même si c'est relatif en réalité, ça participe à valoriser le pouvoir des personnes trans, à transformer la société. Ça valorise l'expertise des acteurs, qui ont encore très peu reconnu, et des actrices trans. Et aujourd'hui, l'automédication, je la vois à travers cette combinaison entre l'appauvrissement du confinement, la diffusion des hormones injectables et la politisation qui en découle. Et on assiste à l'affirmation d'une définition d'être une femme trans, du changement de sexe par les femmes trans elles-mêmes, qui définit plus les femmes à partir de l'offre médicale disponible, qui est limitée, mais à partir de leurs parcours sociaux, de leurs pratiques collectives, de leurs choix stratégiques, et notamment à travers l'automédication. Et toute cette pratique, la valorisation de l'autosupport, ça revient à réaffirmer la revendication et la libre disposition de son propre corps. Merci.